Charlotte pousse la porte de la maison familiale, un paquet soigneusement emballé dans les mains, le cœur serré par une appréhension qu'elle connaît trop bien. L'odeur de la soupe à l'oignon flotte dans l'air, mêlée au rire des invités déjà installés autour de la grande table du salon. Sa mère lui jette à peine un regard, un sourire poli et froid collé sur les lèvres, avant de retourner à sa conversation avec une voisine. Alexandre, son frère, est affalé sur le canapé, un verre de vin à la main, et quand leurs regards se croisent, elle voit ce mépris familier briller dans ses yeux. « Tiens, tu es venu finalement », lâche-t-il sans se lever. « Je pensais que tu serais trop occupé avec tes petits clients minables. » Charlotte serre les dents, pose le cadeau sur la console de l'entrée et s'avance vers la table où une place, la plus éloignée, semble l'attendre. Elle s'assoit en silence, sourit poliment aux autres invités qui la saluent distraitement, et essaie de se fondre dans le décor. Le repas commence, les conversations s'animent autour d'elle, mais personne ne lui adresse vraiment la parole. Elle est là, présente physiquement, mais invisible, comme elle l'a toujours été dans cette maison. « Maman, tu te souviens quand on allait cueillir des cerises chez grand-mère ?» dit-elle doucement, en essayant de rejoindre une conversation sur les souvenirs d'enfance. « C'était tellement... » « Oh, arrête avec tes histoires inventées !» coupe Alexandre en levant les yeux au ciel. « Tu n'as jamais cueilli de cerises. Tu restais enfermé dans ta chambre à bouder. » Les rires fusent autour de la table, complices et cruels, et Charlotte sent ses joues s'enflammer. Sa mère ne dit rien, se contente de sourire dans son verre, et ce silence vaut toutes les approbations. Charlotte baisse la tête, fixe son assiette, sent les larmes monter mais refuse de leur donner cette satisfaction. Elle a passé 32 ans à encaisser, à espérer qu'un jour il la verrait vraiment, qu'un jour elle serait assez bien pour mériter leur attention, leur affection. Alexandre se lève brusquement, prend son bol de soupe encore fumante et s'approche d'elle d'un pas lourd. Charlotte lève les yeux, surprise, et avant qu'elle puisse comprendre ce qui se passe, il renverse le bol entier sur sa tête. La soupe brûlante dégouline sur ses cheveux, sur son visage, trempe son chemisier blanc, et la douleur physique se mêle à l'humiliation totale. Les invités se figent, certains retiennent un rire gêné, d'autres détournent le regard. « Tu as 15 minutes », dit Alexandre d'une voix glaciale en reposant le bol vide sur la table. « 15 minutes pour quitter ma famille, parasite. » Le silence est assourdissant. Charlotte attend, espère une protestation, une défense, quelque chose. Mais sa mère commence à applaudir. Lentement, délibérément, suivi par son père qui sourit avec une satisfaction mal dissimulée. D'autres invités, mal à l'aise, imitent mollement, et le bruit des applaudissements résonne comme des gifles dans les oreilles de Charlotte. « Enfin !» murmure sa mère avec un sourire glacial. « Enfin, quelqu'un ose dire la vérité. » Charlotte reste immobile quelques secondes, la soupe coulant toujours sur son visage, brûlante et poisseuse. Puis, avec des gestes d'une lenteur calculée, elle sort une serviette de sa poche, essuie méthodiquement ses yeux, ses joues, son cou. Le silence s'épaissit, devient presque tangible. Elle se lève, ouvre son sac à main avec des mains qui ne tremblent pas, en sort une enveloppe épaisse, gonflée de documents, et la claque sur la table avec un bruit sec qui fait sursauter plusieurs convives. « Parfait », dit-elle d'une voix claire, étonnamment calme. « Parfait. Dans 15 minutes, tout ce qui est à vous aura disparu. » Elle ouvre l'enveloppe, étale les documents sur la nappe blanche maintenant tachée de soupe, des actes notariés, des certificats, des relevés bancaires. Son père blêmit en reconnaissant le papier à en-tête du notaire de sa mère. Alexandre fronce les sourcils sans comprendre, et les invités se penchent, curieux malgré eux. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» siffle sa mère en tentant de garder contenance. « Tu penses nous impressionner avec quoi exactement ?» Charlotte la regarde droit dans les yeux, et pour la première fois de sa vie, elle ne baisse pas le regard. « Cet appartement, » commence-t-elle en tapotant le premier document, « il est à moi depuis 3 mois. L'entreprise familiale, à moi, 65% des parts. Le compte en banque que vous pensiez avoir hérité de grand-mère, bloqué et transféré à mon nom. » Le visage de son père passe du blanc au rouge. Alexandre se lève d'un bond, renverse sa chaise. « C'est impossible !» crie-t-il. « Tu mens. Comme d'habitude, tu... » « Maître Dubois ?» appelle Charlotte en se tournant vers un homme âgé assis au bout de la table. « Vous pouvez confirmer ?» Le vieil avocat,
ami de longue date de sa grand-mère, hoche la tête gravement. Chaque mot est véridique, dit-il posément. Tout est légal, notarié, incontestable. Charlotte ramasse les documents, les remet soigneusement dans l'enveloppe et se dirige vers la porte. Avant de sortir, elle se retourne une dernière fois. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour partir. La porte se referme derrière elle dans un silence de mort, et c'est seulement une fois dehors, adossée au mur froid de l'immeuble, que Charlotte se met à trembler de tout son corps, réalisant à peine ce qu'elle vient de déclencher. 3 mois plus tôt, Charlotte se tient debout dans l'appartement silencieux de sa grand-mère, entourée de cartons et de souvenirs poussiéreux. Personne d'autre n'est venu l'aider à vider les lieux, ni sa mère qui prétendait avoir trop à faire, ni Alexandre qui n'avait même pas répondu à son message. Elle est seule, comme toujours, à s'occuper des choses que les autres jugent insignifiantes. Elle ouvre une vieille boîte à couture en bois, celle que sa grand-mère gardait toujours près de son fauteuil préféré, et ses doigts effleurent quelque chose de dur sous les bobines de fil. Une clé, petite et dorée, attachée à un bout de papier plié. Charlotte déplie le papier avec précaution, reconnaît l'écriture tremblante de sa grand-mère, juste 3 mots. « Pour toi, ma chérie ». Son cœur se met à battre plus fort. Elle fouille l'appartement, cherche ce que cette clé pourrait ouvrir, jusqu'à ce qu'elle remarque une petite boîte métallique coincée derrière les livres de la bibliothèque. À l'intérieur, des enveloppes scellées, des documents officiels, un testament notarié daté d'1 mois avant la mort de sa grand-mère. Charlotte s'assoit par terre, commence à lire, et le monde bascule autour d'elle. L'appartement, celui où vivent ses parents depuis 15 ans, appartient désormais à Charlotte. Les parts de l'entreprise familiale, fondée par son grand-père et que son père dirige avec une arrogance détestable, sont majoritairement à son nom, 65% exactement. Le compte bancaire, celui dont sa mère parlait avec des étoiles dans les yeux en imaginant les voyages qu'elle ferait, a été transféré intégralement à Charlotte 3 semaines avant le décès. « Pourquoi ?» murmure Charlotte en serrant les documents contre sa poitrine. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» Une autre enveloppe, plus épaisse, porte la mention « À lire quand tu seras prête ». Charlotte l'ouvre avec des mains tremblantes, découvre un journal intime, des pages noircies de l'écriture de sa grand-mère. Elle lit, les larmes coulant silencieusement sur ses joues, des mots qui expliquent tout, qui révèlent tout. Ils ne t'ont jamais aimé comme ils auraient dû, ma petite Charlotte. J'ai vu comment ils te traitaient, comment ils te rendaient invisible, comment Alexandre recevait tout, et toi rien. J'ai vu ton père dilapider l'héritage de mon mari en investissements stupides, mentir sur l'origine de sa fortune, prétendre être un homme d'affaires brillant alors qu'il vit sur ce que nous avons bâti. J'ai vu ta mère applaudir chaque cruauté, chaque humiliation. Je ne leur laisserai rien. Toi, ma chérie, toi qui venais me voir chaque semaine, qui me tenais la main, qui me lisais des histoires, toi qui as le cœur de ton grand-père, tu mérites tout. Charlotte referme le journal, s'adosse au mur froid de l'appartement vide, et pour la première fois depuis des années, elle se sent vue, vraiment vue. Sa grand-mère savait, elle a toujours su, et elle a agi. Les semaines suivantes passent dans un brouillard étrange. Charlotte consulte discrètement un avocat, Maître Dubois, le notaire de confiance de sa grand-mère. Il confirme que tout est légal, inattaquable, parfaitement orchestré. Il lui explique que sa grand-mère avait tout planifié méticuleusement, sachant que sa famille contesterait, sachant qu'il la traiterait de menteuse. « Elle m'a fait promettre, » dit Maître Dubois en regardant Charlotte avec une tendresse paternelle, « de te protéger, de m'assurer que tu récupères ce qui te revient de droit. » Charlotte passe des nuits blanches à réfléchir, à hésiter. Elle pourrait leur dire, leur donner une chance de changer, de la traiter enfin comme un membre de la famille. Elle pourrait être généreuse, partagée, oubliée. Mais chaque fois qu'elle envisage cette option, elle se souvient. Les anniversaires oubliés, les diplômes ignorés, les humiliations quotidiennes, le mépris constant. Et elle se souvient surtout de l'enterrement de sa grand-mère, où sa mère n'a pas versé une larme, mais a immédiatement demandé quand elle pourrait consulter le testament. Charlotte range tous les documents dans une enveloppe, la garde précieusement dans son sac. Elle attend, observe, espère contre tout espoir qu'ils lui donneront une raison de ne pas utiliser ce pouvoir qu'elle détient désormais.
Mais au fond d'elle-même, elle sait déjà. Elle sait que le jour viendra, que l'humiliation de trop arrivera, et qu'alors, elle sera prête. Ce jour arrive 3 mois plus tard, lors de l'anniversaire de sa mère, avec un bol de soupe renversé sur sa tête et 15 minutes pour quitter leur famille. Le silence dans le salon est si épais qu'on entendrait une mouche voler. Charlotte pose les documents sur la table d'anniversaire tachée de soupe, un par un, avec une lenteur calculée. Acte de propriété de l'appartement, certificat de part sociale, relevé bancaire, tout au nom de Charlotte Mercier depuis 3 mois exactement. Son père devient livide, se lève à moitié de sa chaise, puis se rassoit lourdement. Alexandre ricane, mais le rire sonne faux, nerveux. « C'est quoi ce cirque ?» lâche-t-il en balayant les papiers du regard. « Tu as imprimé des faux documents, pourquoi ? Nous faire peur ?» Charlotte sort son téléphone, lance le chronomètre. « 15 minutes, dit-elle d'une voix qui ne tremble pas. « Tu m'as donné 15 minutes, Alexandre. J'en ai pris 12 pour rassembler ces documents. Il m'en reste 3 pour vous expliquer votre nouvelle situation. » Elle pointe le premier document. « Cet appartement où vous vivez depuis 15 ans, il appartenait à grand-mère, pas à vous. Elle me l'a légué. Vous êtes locataire depuis 3 mois, mais je n'ai pas eu le cœur de vous le dire. J'espérais, stupidement, que vous finiriez par me traiter comme un être humain. » Sa mère ouvre la bouche, la referme, les lèvres tremblantes. « L'entreprise Mercier et Fils, continue Charlotte en tapotant le deuxième document, fondée par grand-père Henri, géré par papa, avec une incompétence remarquable. Je détiens 65% des parts. Vous travaillez pour moi, techniquement. »« Tu mens !» siffle son père en se levant brusquement. « Ma mère n'aurait jamais... » Maître Dubois appelle Charlotte sans quitter son père des yeux. « Vous pouvez confirmer ?» Le vieil avocat, assis discrètement au bout de la table, se lève avec dignité. « Chaque mot est exact, » dit-il posément. Madame Mercier Senior a modifié son testament le 12 avril, en présence de 2 témoins indépendants et de certificats médicaux attestant de sa parfaite lucidité. Tout est légal, notarié, incontestable. Les invités retiennent leur souffle. Une voisine tente de se lever pour partir, mais personne n'ose bouger. Alexandre contourne la table, s'approche de Charlotte, le visage déformé par la rage. « Tu crois pouvoir nous voler comme ça ?» crache-t-il en pointant un doigt menaçant vers elle. « Tu crois qu'on va te laisser faire ?»« Me voler », répète Charlotte avec un calme glacial. « C'est fascinant comme mot dans ta bouche. Grand-mère a tout construit avec grand-père. Vous avez tout dilapidé. Les investissements catastrophiques dans l'immobilier en 2019, tu t'en souviens, papa ? Les 300 000 € perdus en bourse l'année dernière, Alexandre ? J'ai les relevés. Tout. » Son père s'effondre dans son fauteuil, le visage dans les mains. Sa mère reste figée, les yeux brillants de larmes qui ne coulent pas. « Vous avez jusqu'au 31 mars pour quitter cet appartement », annonce Charlotte en ramassant les documents. « Demain matin, 9 h, je convoque une assemblée générale extraordinaire de l'entreprise. Un audit complet sera lancé. Si vous avez détourné des fonds, et je sais que c'est le cas, vous en répondrez. » Elle glisse l'enveloppe dans son sac, se dirige vers la porte. Alexandre lui agrippe le bras violemment. « Lâche-moi », dit-elle sans élever la voix, ou j'ajoute agression physique au dossier. Il desserre les doigts, recule d'un pas. Charlotte ouvre la porte, se retourne une dernière fois vers sa mère. « Joyeux anniversaire, maman. » La porte se referme dans un silence de cathédrale. Charlotte descend les escaliers d'un pas mécanique, sort de l'immeuble, et c'est seulement dans sa voiture, portière verrouillée, qu'elle se met à trembler violemment. Ses mains agrippent le volant, ses ongles s'enfoncent dans le cuir. Elle vient de déclarer la guerre à sa propre famille. Son téléphone vibre. Un message d'un numéro inconnu, une photo floue d'elle enfant, déchirée en 2, avec ces mots « Tu vas regretter ». Les 3 jours suivants sont un cauchemar éveillé. Charlotte reçoit 47 appels de sa mère en 24 heures, passe du mode supplication larmoyante aux menaces à peine voilées. Alexandre inonde sa messagerie de messages haineux, certains si violents qu'elle envisage sérieusement d'aller porter plainte. Elle change de numéro de téléphone le 2e jour, renforce la serrure de son appartement, installe une caméra de surveillance. L'assemblée générale extraordinaire de l'entreprise Mercier et Fils se tient dans une salle de réunion glaciale, un lundi matin pluvieux. Charlotte arrive la première,
s'installe à la place du président, celle que son père occupe depuis 20 ans. Les employés entrent un par un, la regardent avec un mélange de curiosité et de méfiance. Certains la connaissent vaguement, d'autres ne savent même pas qu'elle existe. Son père arrive en retard. Les traits tirés, refuse de croiser son regard. Alexandre la fusille des yeux, s'assoit le plus loin possible. « Bonjour à tous », commence Charlotte d'une voix qu'elle force à rester stable. « Je suis Charlotte Mercier, petite fille du fondateur Henri Mercier, et désormais actionnaire majoritaire de cette entreprise avec 65% des parts. » Les murmures s'élèvent autour de la table. Maître Dubois distribue les documents officiels. Chacun peut vérifier la légalité du transfert. Un audit complet sera lancé dès aujourd'hui, poursuit Charlotte en ignorant le regard noir de son père. Les comptes des 3 dernières années seront examinés par un cabinet indépendant. Les salaires en retard de certains employés, elle marque une pause en fixant son père, seront versés d'ici la fin de semaine. Une employée, Martine, 50 ans et 30 ans d'ancienneté, se met à pleurer silencieusement. Charlotte réalise avec horreur qu'elle n'a pas été payée depuis 2 mois. « Comment vous avez pu » murmure Charlotte en se tournant vers son père. « Comment vous avez pu ne pas payer vos employés alors que vous roulez en Mercedes ? Tu ne comprends rien à la gestion d'une entreprise, » siffle son père. « Rien du tout. Tu... » « J'ai un master en comptabilité et gestion, » coupe Charlotte sèchement. « Et contrairement à vous, je sais lire un bilan. Cette entreprise est au bord de la faillite à cause de votre incompétence et de vos détournements. » Alexandre se lève brusquement, renverse sa chaise. « Tu n'es qu'une petite comptable minable qui s'est fait manipuler par une vieille folle, » hurle-t-il. « Grand-mère n'avait plus toute sa tête, et tu le sais. » Le silence tombe comme une masse. Maître Dubois se lève calmement. « J'ai ici les certificats médicaux de Madame Mercier Senior, signés par 3 médecins différents, datés de la semaine précédant la modification du testament. Lucidité parfaite, mémoire intacte, capacité de jugement non altérée. Par contre, j'ai également des emails très intéressants, envoyés par vous, Monsieur Alexandre Mercier, à votre grand-mère mourante, la pressant de modifier son testament en votre faveur, la menaçant de ne plus venir la voir si elle ne cédait pas. » Alexandre blêmit, se rassoit lentement. Charlotte sent son estomac se nouer. Elle ne savait pas pour ses emails. « Nous reprendrons cette réunion demain, » annonce-t-elle en ramassant ses affaires. D'ici là, un expert comptable aura accès à tous les comptes. Elle sort de la salle sous les regards médusés, monte dans sa voiture, et c'est là qu'elle le voit pour la première fois. Julien Marchand, consultant en restructuration d'entreprise, engagé en urgence par Maître Dubois. 35 ans, costume sobre, regard direct et intelligent. « Mademoiselle Mercier, » dit-il en s'approchant de sa voiture. « Je viens de terminer un premier examen des comptes. Il faut qu'on parle. C'est pire que ce que vous imaginez. » Charlotte le suit jusqu'à un café en face de l'entreprise. Commande un double espresso qu'elle ne touchera pas. Julien étale des graphiques, des tableaux, des chiffres qui dansent devant ses yeux fatigués. « Détournement de fonds sur 2 ans, » explique-t-il posément. « Minimum 150 000 €. Factures fictives, notes de frais personnels imputées à l'entreprise, virements vers des comptes offshore. Votre père et votre frère ont systématiquement vidé les caisses. » Charlotte ferme les yeux, respire profondément. « Je peux sauver l'entreprise, » continue Julien avec une douceur inattendue, « mais il faudra être radical. Licenciement, restructuration complète, dépôt de plainte contre votre père et votre frère. Ce sont quand même ma famille, » murmure Charlotte. « Non, » répond Julien en la regardant droit dans les yeux. « Votre famille, c'est celle qui vous aime. Eux, ce sont juste des gens qui partagent votre nom. » Ce soir-là, Charlotte rentre chez elle et trouve une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, 3 photos d'elle enfant, déchirées méthodiquement, et un message tracé en lettres découpées. « Rends tout ou tu le regretteras. » Charlotte ne dort plus. Les nuits se transforment en marathon de souvenirs qu'elle a passé des années à enfouir, à minimiser, à justifier. Allongée dans le noir, elle revoit tout avec une clarté brutale. Elle a 8 ans, rentre de l'école avec son premier prix de mathématiques, un diplôme ridicule peut-être, mais pour elle c'était tout. Sa mère lève à peine les yeux de son magazine. « C'est bien ma chérie, pose ça là. » Alexandre, 10 ans,
revient 2 heures plus tard avec un ballon de football signé par un joueur quelconque. Leurs parents organisent un dîner de célébration, invitent les voisins, prennent 100 photos. Charlotte mange en silence dans sa chambre, son diplôme froissé dans son sac. Elle a 16 ans, gagne le concours national de mathématiques, la plus jeune lauréate de l'académie. La remise des prix a lieu un samedi après-midi. Elle appelle ses parents 3 fois pour leur rappeler. « On ne peut vraiment pas, ma chérie. Alexandre a un match important, tu comprends ?» Elle monte sur scène devant 300 personnes, reçoit sa médaille, sourit pour la photo officielle. Dans le public, sa grand-mère, venue seule en train, applaudit à s'en faire mal aux mains. Ce soir-là, sa grand-mère l'emmène manger une glace, la serre dans ses bras. « Ne les laisse jamais te convaincre que tu ne vaux rien, » murmure-t-elle. « Tu vaux tout, ma chérie. Absolument tout. » Charlotte se lève, allume la lumière de sa chambre, ouvre le journal intime de sa grand-mère qu'elle garde sur sa table de nuit. Elle tourne les pages, cherche quelque chose sans savoir quoi, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une entrée datée de 1992, l'année de sa naissance. Sandrine m'a appelée aujourd'hui. En larmes, elle a avoué. L'enfant qu'elle porte n'est pas de Michel. Une liaison avec un collègue, terminée brutalement. L'homme est mort dans un accident 3 mois avant la naissance prévue. Michel ne sait rien. Il ne doit jamais savoir. Mais je vois déjà comment Sandrine regarde ce bébé qui grandit dans son ventre, avec cette culpabilité mêlée de ressentiment. J'ai peur pour cette petite. Charlotte lâche le journal. Ses mains tremblent si fort qu'elle doit s'asseoir par terre. Elle relit 3 fois le passage, espérant avoir mal compris. Mais les mots restent les mêmes, implacables. Elle n'est pas la fille de Michel Mercier. Tout s'explique soudainement. Les années de rejet, les différences de traitement, le mépris constant. Elle n'était pas leur enfant. Elle était la preuve vivante d'une trahison. Le lendemain matin, Charlotte commande un test ADN en ligne, prélève un échantillon, l'envoie au laboratoire. Elle a besoin de savoir, de confirmer ce que son cœur a toujours su. Ce soir-là, épuisée par les réunions de restructuration, les menaces incessantes de sa famille, l'insomnie chronique, elle s'effondre dans son bureau. Les chiffres dansent devant ses yeux. Les rapports de Julien s'accumulent, sans qu'elle arrive à les traiter. Elle pose sa tête sur le bureau froid, et c'est comme ça que Julien la trouve, 20 minutes plus tard, les épaules secouées de sanglots silencieux. « Charlotte » murmure-t-il en s'approchant doucement. « Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis même pas leur fille, » lâche-t-elle sans le regarder. « Toutes ces années, j'ai mendié l'amour de gens qui me détestaient parce que je leur rappelais une faute. Je ne suis rien pour eux. Je n'ai jamais été rien. » Julien s'assoit par terre à côté d'elle, ne dit rien pendant un long moment. « Vous êtes quelque chose pour vos employés qui vont enfin être payés, » finit-il par dire doucement. « Pour votre grand-mère qui vous aimait assez pour vous protéger même après sa mort. Et vous êtes quelque chose pour moi, une femme courageuse qui se bat contre des monstres. » Charlotte lève enfin la tête, croise son regard, et pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sent pas complètement seule. Julien lui tend un mouchoir, attend patiemment qu'elle reprenne contenance. « Le test ADN, » dit-elle en s'essuyant les yeux. « Les résultats arrivent dans 10 jours. Après ça, je saurai vraiment qui je suis. »« Vous savez déjà qui vous êtes ?» répond Julien. « Vous êtes celle qui ne s'est pas effondrée quand on lui a renversé de la soupe sur la tête, celle qui se bat pour sauver une entreprise, celle qui refuse de devenir comme eux. » Charlotte rentre chez elle ce soir-là avec quelque chose de nouveau dans la poitrine. Quelque chose qui ressemble dangereusement à de l'espoir. Le scandale explose un mardi matin. Charlotte découvre sa photo en une du journal local. Un cliché pris à son insu devant l'entreprise, sous un titre dévastateur. Héritière sans cœur dépossède sa famille. L'article est un tissu de mensonges. Sa mère, interviewée longuement, joue la victime parfaite, les yeux rougis, la voix brisée. « Ma fille a profité de la vulnérabilité de sa grand-mère mourante pour lui extorquer un testament, » sanglote-t-elle devant le journaliste. « Nous sommes dévastés. Nous ne comprenons pas comment elle a pu nous faire ça. » Alexandre surenchérit, accuse Charlotte d'avoir manipulé une vieille dame malade, d'avoir coupé les ponts avec sa famille par pure cupidité. Les photos qui accompagnent l'article montrent ses parents devant leur appartement, l'air perdu et fragile. Puis Charlotte sortant de l'entreprise, le visage fermé, l'air dur.
En 48 heures, l'histoire devient nationale. Les chaînes d'information reprennent le sujet, organisent des débats sur l'héritage et la manipulation des personnes âgées. Charlotte devient le symbole de la jeunesse sans scrupules, de l'individualisme moderne, de la mort des valeurs familiales. Elle perd 3 clients en une semaine, des contrats rompus par email laconique. Dans la rue, des regards la suivent, certains ouvertement hostiles. Une femme la reconnaît au supermarché, lui crache dessus. « Voleuse !» siffle-t-elle avant de s'éloigner. « Vous devriez avoir honte. » Charlotte rentre chez elle, les mains pleines de courses qu'elle n'arrive plus à porter. S'effondre dans son canapé. Contemple le plafond avec un sentiment grandissant de défaite. L'entreprise souffre également. 2 partenaires commerciaux suspendent leur contrat, invoquant des raisons éthiques. Les employés la regardent différemment, certains avec pitié, d'autres avec suspicion. « Abandonne », lui dit doucement Julien lors d'une réunion particulièrement difficile. « Rends-leur tout. Récupère ta vie, ta paix. »« Non », murmure Charlotte, mais sa voix manque de conviction. « Je ne peux pas. »« Si, tu peux, » insiste-t-il, « et personne ne t'en voudra. » Charlotte passe la nuit suivante à écrire une lettre de renonciation, les yeux pleins de larmes, prête à tout abandonner juste pour que ça s'arrête. Mais au matin, en relisant le journal de sa grand-mère, elle tombe sur une page qu'elle n'avait pas vue. « Si tu lis ceci, ma chérie, c'est que tu es tentée d'abandonner. Ne le fais pas. Il ne mérite pas ta compassion. Batte-toi. Pour moi, pour toutes les fois où ils t'ont fait croire que tu ne valais rien. » Charlotte déchire la lettre de renonciation, appelle Maître Dubois. « Je veux organiser une conférence de presse, » dit-elle d'une voix ferme. « Je veux dire la vérité, toute la vérité. » La salle de presse est bondée 3 jours plus tard. Charlotte s'installe derrière le micro, les mains tremblantes mais le regard déterminé. Julien est assis au premier rang, lui adresse un signe d'encouragement. « Je m'appelle Charlotte Mercier », commence-t-elle en regardant les caméras. « Et je ne suis pas celle que ma famille vous a décrite. » Elle étale les preuves, une par une. Les certificats médicaux prouvant la lucidité de sa grand-mère. Les emails d'Alexandre tentant de manipuler la vieille dame. Les détournements de fonds, les salaires impayés, les factures fictives. Elle montre des témoignages d'anciens voisins, de professeurs, racontant les années d'humiliation, de rejet, d'invisibilité. Ma grand-mère m'a laissé son héritage parce qu'elle savait que mes parents l'ont dilapidé, parce qu'elle m'aimait quand eux me méprisaient, parce qu'elle voulait que justice soit faite. Les journalistes prennent des notes frénétiquement. Certains regards changent, deviennent moins hostiles. Je ne suis pas parfaite, poursuit Charlotte, la voix tremblante. Mais je ne suis pas une voleuse. Je suis juste une femme qui refuse de continuer à mendier l'amour de gens incapables d'aimer. Elle quitte la salle sous les flashs, refuse de répondre aux questions, monte dans la voiture de Julien qui l'attend dehors. « Tu as été incroyable », dit-il en démarrant. « J'ai été honnête », corrige Charlotte. « C'est différent. » Le soir même, l'opinion commence à basculer. Des articles plus nuancés apparaissent, certains prennent sa défense. Mais le lendemain matin, Alexandre dépose plainte pour manipulation de personnes vulnérables, demandant l'annulation complète du testament. Charlotte reçoit le même jour une enveloppe du laboratoire. Les résultats du test ADN. Elle la garde fermée toute la journée, incapable de l'ouvrir, sachant que la vérité qu'elle contient changera tout, définitivement. Charlotte fixe l'enveloppe scellée depuis 20 minutes, assise sur le sol de son salon, incapable de bouger. Ses mains tremblent quand elle déchire enfin le papier, déplie le document officiel, lit la conclusion en caractères gras. Probabilité de paternité biologique avec Michel Mercier, 0%, exclusion formelle. Elle laisse échapper un rire étranglé, à moitié sanglot, à moitié soulagement. Elle le savait, elle l'a toujours su au fond d'elle, mais voir la confirmation écrite fait quelque chose d'étrange à son cœur. Elle n'est pas leur fille. Elle n'a jamais été leur fille. Toutes ces années à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Pourquoi elle n'était pas assez bien. Pourquoi Alexandre avait tout et elle rien. Tout s'explique enfin. Elle était la preuve vivante d'une trahison. Un rappel constant d'une faute que sa mère voulait oublier. Charlotte passe la semaine suivante à chercher des informations sur son père biologique. Le journal de sa grand-mère mentionne seulement un prénom, Thomas,
Et la nature de l'accident. Une collision frontale sur l'autoroute en octobre 1991. Avec l'aide d'un détective privé engagé discrètement, elle découvre son nom complet, Thomas Durand, ingénieur, 32 ans au moment de sa mort, célibataire, mais avec une sœur cadette encore vivante. « Je veux la rencontrer », dit Charlotte à Maître Dubois. « Je veux savoir qui était mon père. » Le vieil avocat hoche la tête gravement. « Mais d'abord, il faut confronter votre mère. Elle vous doit la vérité. » Charlotte organise une rencontre dans un café neutre, loin des regards. Sa mère arrive avec 15 minutes de retard, les traits tirés, vieillie de 10 ans en quelques semaines. Elle s'installe face à face, deux étrangères qui partagent tout et rien à la fois. « J'ai fait un test ADN », commence Charlotte sans préambule. « Je sais que Michel n'est pas mon père biologique. » Sandrine blêmit, ouvre la bouche, la referme. Ses mains tremblent autour de sa tasse de café. « Comment tu as... » murmure-t-elle. « Le journal de grand-mère. Elle savait tout. Maintenant, je veux que tu me dises la vérité. Toute la vérité. » Le silence dure une éternité. Sandrine regarde par la fenêtre, les yeux brillants de larmes qui ne coulent pas. « Thomas Durand, » dit-elle finalement d'une voix blanche. « Un collègue. Une liaison qui n'aurait jamais dû arriver. J'aimais Michel. Je l'aime encore. Mais Thomas, il était différent, brillant, intense. Ça a duré 3 mois. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, Thomas est mort 2 semaines plus tard. Je n'ai jamais eu le temps de lui dire. Et Michel, demande Charlotte. Il ne s'est jamais douté de rien. Il a fait semblant, répond Sandrine en la regardant enfin. Il a fait semblant de croire que tu étais sa fille. Mais je voyais bien qu'il te regardait différemment. Et moi, chaque fois que je te voyais, je revoyais Thomas. Je revoyais ma faute, ma trahison. Je n'ai pas su t'aimer comme j'aurais dû. Tu me rappelais tout ce que je voulais oublier. Charlotte serre sa tasse si fort qu'elle pourrait la briser. « Alors tu m'as détruite, » dit-elle doucement. « Tu m'as laissé grandir en pensant que j'étais le problème, que j'étais défectueuse, pas assez bien. Pendant 32 ans. Je suis désolée, » murmure Sandrine. « Mais ça sonne faux, vide. Je ne savais pas comment. »« Non, » coupe Charlotte en se levant. « Tu savais exactement ce que tu faisais. Tu as choisi de protéger ton mariage, ton confort, ton image, et tu m'as sacrifiée. » Elle sort du café sans se retourner, laisse sa mère seule avec son café froid et ses excuses inutiles. 2 semaines plus tard, la plainte d'Alexandre pour manipulation de personnes vulnérables s'effondre spectaculairement. L'enquête révèle les emails qu'il envoyait à sa grand-mère, les menaces à peine voilées, les tentatives de pression. Le procureur retourne l'accusation contre lui, fraude et tentative d'extorsion. Charlotte reçoit une invitation de la sœur de Thomas Durand, Élise, qui souhaite la rencontrer. Elle se donne rendez-vous dans un parc, un samedi après-midi ensoleillé. Élise a 50 ans, les mêmes yeux verts que Charlotte, le même sourire en coin. « Tu ressembles tellement à Thomas, » dit-elle en la serrant dans ses bras. Tellement. Pour la première fois de sa vie, Charlotte a l'impression d'être vue vraiment, de ressembler à quelqu'un, d'appartenir quelque part. Ce soir-là, Julien l'attend devant son appartement avec 2 cafés et un sourire timide. Il ne dit rien, se contente de la prendre dans ses bras, et Charlotte, épuisée, brisée, reconstruite, se laisse aller contre lui, sentant pour la première fois qu'elle a le droit d'être fragile. 6 mois ont passé. Charlotte pousse la porte de l'entreprise Mercier et Fils, rebaptisée Mercier Solutions, et sourit en voyant Martine à l'accueil, enfin payée à temps, enfin respectée. L'audit a révélé 187 000 € de détournement. Son père et Alexandre font face à des poursuites pénales. Leur procès est prévu dans 3 mois. « Bonjour, mademoiselle Mercier », dit Martine chaleureusement. « Monsieur Marchand vous attend dans votre bureau. » Julien est devenu bien plus qu'un consultant. Il est resté après la restructuration, a accepté le poste de directeur général, travaille main dans la main avec Charlotte pour redresser l'entreprise. Mais surtout, quelque chose s'est construit entre eux, lentement, prudemment, une relation faite de silence complice et de regards qui s'attardent. Les résultats du trimestre, annonce-t-il en lui tendant un dossier. Premier bénéfice depuis 3 ans. On y est arrivé. Charlotte parcourt les chiffres, sent quelque chose se détendre dans sa poitrine.
Elle a réussi. Contre toute attente, contre sa famille, contre les médias, elle a sauvé l'entreprise de son grand-père. Mais la victoire a un goût étrange, incomplet. Le soir, dans son nouvel appartement, elle se sent orpheline malgré le fait que sa mère soit toujours vivante. Elle a coupé tous les ponts, refuse leurs appels, ignore leurs lettres. Elle a gagné juridiquement, financièrement, mais émotionnellement, elle porte encore les cicatrices de 32 ans de rejet. « Tu devrais voir quelqu'un », lui dit doucement Julien un soir qu'ils dînent ensemble. « Un professionnel, pour t'aider à guérir. » Charlotte commence une thérapie la semaine suivante. Chaque séance arrache des couches de douleur enfouies, de culpabilité injustifiée, de colère refoulée. Elle apprend lentement à se pardonner d'avoir cherché l'amour de gens incapables de le donner, à accepter qu'elle méritait mieux, qu'elle a toujours mérité mieux. Parallèlement, elle développe une vraie relation avec Élise et sa famille. Elle découvre qu'elle a un demi-frère, Mathieu, 30 ans, professeur de musique, et une demi-sœur, Léa, 27 ans, médecin. Ils l'accueillent avec une curiosité bienveillante, sans jugement, sans attentes impossibles. « Papa aurait été tellement fier de toi », dit Élise lors d'un déjeuner familial. Tellement fière. Charlotte pleure en entendant ces mots, des larmes qu'elle a retenues pendant des décennies. Pour la première fois, elle expérimente ce qu'est une vraie connexion familiale. Des gens qui s'intéressent réellement à elle, qui célèbrent ses réussites, qui l'appellent juste pour prendre des nouvelles. Elle crée une fondation au nom de sa grand-mère, l'Henriette Mercier Foundation, pour aider les jeunes entrepreneurs issus de familles toxiques. Le premier événement rassemble 50 personnes, des histoires similaires à la sienne, des survivants qui ont choisi de se reconstruire plutôt que de s'effondrer. Un soir de novembre, Julien l'emmène dîner dans un restaurant élégant. Il est nerveux, tripote sa serviette, évite son regard. « Je sais que tu reconstruis ta vie », commence-t-il maladroitement. « Et je ne veux pas précipiter les choses, mais je voulais que tu saches que que tu es importante pour moi. » Charlotte sourit, pose sa main sur la sienne. « Tu es important pour moi aussi », dit-elle simplement. « Tu m'as appris qu'on pouvait me choisir, pas par obligation, pas par sang, mais juste parce que je valais la peine. » Leur premier baiser a le goût du café qu'ils ont partagé des centaines de fois, de la complicité construite patiemment, de la confiance gagnée jour après jour. Mais une dernière épreuve attend Charlotte. Un mardi matin, elle reçoit un appel d'un hôpital. Sa mère a fait un malaise cardiaque. Elle est hospitalisée. Son pronostic est incertain. L'infirmière demande si Charlotte peut venir, si elle peut prendre des décisions médicales. « Je ne sais pas », murmure Charlotte à Julien. « Je ne sais pas si je peux, si je dois. C'est à toi de décider, » répond-il doucement. « Personne ne peut te dire ce qui est juste. » Charlotte passe la nuit à réfléchir, à peser le pardon contre la justice, la compassion contre la protection de soi-même. Au matin, elle prend sa voiture, roule jusqu'à l'hôpital, se gare sur le parking, fixe l'entrée pendant 20 minutes. Peut-elle pardonner à celle qui l'a rejetée toute sa vie? Doit-elle aider celle qui ne l'a jamais aidée? Elle descend lentement de sa voiture, marche vers l'entrée, le cœur battant, sans savoir encore quelle décision elle va prendre. Charlotte pousse la porte de la chambre d'hôpital, le cœur battant. Sa mère est allongée dans le lit blanc, diminuée, vieillie, les cheveux gris étalés sur l'oreiller. Leurs regards se croisent, et pour la première fois, Charlotte voit quelque chose qui ressemble à de la honte dans les yeux de Sandrine. « Tu es venue », murmure sa mère d'une voix rauque. « Oui », répond Charlotte en restant près de la porte. « Je suis venue. » Le silence s'étire, lourd de 32 ans de non-dits, de blessures jamais soignées, de mots jamais prononcés. Sandrine tend une main tremblante vers sa fille. Mais Charlotte ne bouge pas. « Je suis désolée », dit Sandrine. Et cette fois, les larmes coulent vraiment. « Je suis tellement désolée pour tout, pour chaque jour où je t'ai ignorée, pour chaque fois où je t'ai fait sentir que tu ne valais rien. » « Des excuses ne changent rien au passé, » répond Charlotte d'une voix calme. Elle n'efface pas la petite fille qui attendait un regard, un mot gentil, juste une preuve qu'elle comptait. « Je sais, » sanglote Sandrine. « Je sais, et je ne te demande pas de pardonner. Je ne mérite pas ton pardon. » Charlotte s'approche enfin du lit,
s'assoit sur la chaise à côté. « Tu as raison, dit-elle doucement. Tu ne mérites pas mon pardon. Mais je ne vais pas te laisser mourir seule et ruinée. Pas parce que je t'aime, pas parce que tu es ma mère, mais parce que je refuse de devenir comme toi. Je refuse de laisser la cruauté me transformer. » Elle sort une enveloppe de son sac, la pose sur la table de nuit. « Je vais payer tes soins médicaux, rien de plus. Tu auras un appartement modeste, de quoi vivre dignement. Mais nous ne serons pas une famille. Nous ne nous reverrons pas après ta sortie. C'est mon dernier geste, pas pour toi, pour moi. » Sandrine pleure sans retenue, comprenant enfin, trop tard, ce qu'elle a perdu, qui elle a détruit. « Tu es devenu quelqu'un de bien, » murmure-t-elle, « malgré moi, malgré nous. »« Non !» corrige Charlotte en se levant. « Pas malgré vous. Grâce à grand-mère, grâce à moi-même, grâce aux gens qui ont choisi de m'aimer. » Elle sort de la chambre sans se retourner, traverse le couloir de l'hôpital d'un pas ferme. Dehors, le soleil brille, l'air est frais, et Charlotte respire profondément, sent un poids immense se détacher de ses épaules. Elle n'a pas gagné une mère, elle a gagné quelque chose de bien plus précieux, elle-même. Julien l'attend près de la voiture, anxieux. « Comment tu te sens ?» demande-t-il. « Libre, » répond-elle en lui prenant la main. « Pour la première fois de ma vie, je me sens vraiment libre. » 6 mois plus tard, Charlotte se tient sur une petite estrade dans le nouveau siège de la Fondation Henriette Mercier. Autour d'elle, Julien, Élise, Mathieu, Léa, Maître Dubois, Martine, des dizaines d'employés devenus amis, de jeunes entrepreneurs qu'elle a aidés. Une famille choisie, construite sur l'amour réel, pas sur le sang. Elle déplie une lettre que sa grand-mère lui avait laissée, avec instruction de ne l'ouvrir que « quand tu auras trouvé la paix ». Les mots dansent devant ses yeux. « Ma chérie, si tu lis ceci, c'est que tu as gagné. Pas contre eux, contre toi-même. Tu as choisi de ne pas les laisser te définir, de ne pas devenir amère, de ne pas reproduire leur cruauté. Tu as brisé les chaînes. Je t'ai toujours su la plus forte, la plus courageuse, celle qui transformerait la douleur en quelque chose de beau. Vis pleinement, aime sans peur, construis la famille que tu mérites. Je suis fière de toi, pour toujours. Grand-mère. » Charlotte plie la lettre, la serre contre son cœur, regarde tous ces visages qui l'entourent avec affection. Elle a perdu une famille toxique, elle en a gagné une vraie. Elle a perdu des illusions, elle a gagné la vérité. Elle a perdu la quête impossible d'un amour conditionnel. Elle a gagné la paix d'être enfin elle-même. Julien lui prend la main, l'embrasse doucement sur la tempe. Charlotte ferme les yeux, sourit, et pour la première fois depuis toujours, elle se sent complète, entière, enfin chez elle dans sa propre vie. Elle est libre. Bad Titanic flute. I don't want to be here anymore. What is this ghost? I don't know, a jerk? No kidding. It's a Yuri. I'm wondering if that's a banshee. Because, wait, did it kill you, Tyler? No. Okay, it was chasing you, and then I ran up to try and record it chasing you, and it came after me. Well, then that's not a banshee. Oh, no, because it was chasing you. I don't know. I'm gonna go get something to drink, y'all. I'm just gonna mark something. I need something heavy to drink. No kidding. Okay. I'm gonna mark, like, twins or something. I don't know. It wasn't that fast just the first time. But I honestly have no idea. I'll be right back. I don't know either. We have no... This calls for a double claw. I know. It's not a shade. It's venting on me like crazy. I say demon. Yeah, I'm kind of leaning demon also. But it's also blood moon. It's also blood moon technically, and I did use monkey paw. Oh my gosh. She's like dropping the whole house over there. Yeah, it's not a Dan. Not a mare. I don't know. That means I'm gonna have to eat this stupid Swedish fish again. I don't think it was twins. Didn't
move rooms, or did we get the room wrong in the first place? I don't know. You don't know. Nope. Whiskey on the rocks. Oh, I just saw that. Yeah. Oh, you could wish someone back if you don't mind risking it. I don't mind risking it. I'm gonna wait till the next hunt, and then I'm gonna do that. Chad, is it still hunting? Have they figured out what it is? No, maybe it is twins. Maybe it's a gin. What improvements we turn off talking about, Liam? We can't tell you. What do you mean we can't tell you? You're not honorary dev. Oh my god. Okay, hold on. I'm gonna go get the monkey paw, and I'm gonna wish. And her you don't back play for Rocket it. League with us. I don't even have Rocket League. Oh wait, isn't Free. Rocket League part of Fortnite? What? No. I didn't know. Isn't it free? Yep. I could have Rocket League, but I'm never invited. Because you don't have it. I just spent 20K to make my person. This is a prison. Yeah. Yeah. Oh, Vic, did you like drop everything in your kitchen? What? No, that was ice. You It was my ice maker. Oh. Oh, I thought I'm you, like, alive? dropped everything. Hello? Wait, hold on. Wait. Okay. I'm You're alive. alive. Can we leave? Sorry, I had a shower. Oh, I'm so glad. You Sure. smell so much better. I still don't know what it is. Let's leave. I have no idea. Yuck. Let's leave. What do we think it is? Maybe. I just put twins. No, I put ice in my cup. Yeah. Okay. You have spirit feeling marked. I have spirit mark? Yeah, it still says spirit. Are you talking to me You. right Me? now? No. This says twins. Nope. Nope, I just looked at it. It says spirit. I will not be gaslit by you. It says spirit over here for her when I look at this. Rocket screen. League is the greatest game ever made. I'll die on that hill. Yeah, Rocket League requires its own skill set. It's entirely different from any other game. Yeah, I'm really bad at it. Daddy, thank you for the follow. Liam, Twins. secrets and don't make Blake? friends. I want to leave. I want to go home. Oh no, R6 all the way. Twins. Oh, I'm so good at this game. Nah. You are so good at this I'm game. so good at this game. I'm so good at this game. Yeah. No. Sorry. Oh, hey, Kenzie. 12. You got a 12. Nice. Okay, you guys Oh are my the gosh, same look at them. They're twins. character. I dead. Hey, Emilio. Twins. He won. They must be. They must be made with gold Yeah, thread. Like, Balenciaga. honestly, look at this. Felicity. If you guys are Uh, in my chat, go ahead and grab your bingo cards. Yeah, like, look at this. It costs $3,000 for a All hat. of these. I'd rather just get sunburned. So the ones that I just have spent a money. check mark next to them are already in your inventory. So the base one that you can change these little colors. And the ones that you get from drops. So this was from the Cursed Hollow event. This one was the drops that y'all are getting with this launch. Everything that has a $sign next to it, it costs money to add it to your inventory. And like this shirt alone is $5,000. Ridiculous. Which is Yeah. absolutely insane. Like, honestly. They're not even cool. No, I don't think so. Nice. You unlock the prestige shirts as you prestige, but my duck badge gone? No, it's in there. No. So have to find it. on your customization, you have to change your badge there. Right. Yeah.
Emilio, I'm not congratulations on your bingo. finding it. And oh yeah, I do have new little emotes and things like that. Oh, there it is. Okay. I do have that. I was about to panic. Yeah. I have the twitchy lady. I like her a lot. Where's she at? There she is. Twitchy lady. Wait. Twitchy My lady. suburbanite badge description is over on the hunted. Thank you, Emmeline. Because my suburbanite badge says, watch a fast Twitch stream on selected dates of March of 2026. Huh? And then you go to the hunted, it says, Oh, it says Here, you. I'll share my It tells screen. you when you get it. Yeah. That's not right. look, All I see is your fast screen, Chad. can you see it now? No. Yeah, look. It says the hunted, but Oh. it says it's the suburbanite description. And when I click on suburbanite, Oh, that is kind of janky. I don't know. How comes the games tonight? Chaos? It's, They're chaotic. they're chaotic, that's for Well, sure. it shows you. The pants really do bother me. Oh. The pants are a little disturbing. Hey, Wayward, do you have the Prestige 2 badge on your ID? I don't know if you knew that or not. It should be Prestige 12. Yeah, That's definitely it's 12. Prestige 2. It's 12. That's Those- 12. That doesn't look like 12. It looks like 2. They are the same. Because I have that same badge. They're the same. They're the same, but after you get above 10, it's the same badge, but it is animated. yeah. Oh, that. Dude, why am I hearing like 15 Discord dings at the same time? What's going on? They're having sidebar conversations without us. That's why. I think I'm typing it. Overstimulated. No, that's the word, right? Yeah, Overstimulated. I'm so sad nobody looks like they've done squats anymore. I know. Everybody's booty is lacking. Mm-mm. Thank you for the I alert, missed- chaos. I miss when everybody was caked up. You know? Mm-hmm. I miss when Got this them, game that got sucked them emo jeans. 12 hours ago. They are emo jeans. Because tonight will Tonight be the will night. be the night that I will fall for you. Over again, oh baby, change my mind. Yeah, that part. Guys, my little man doesn't feel well. Oh, I'm sorry, Mama Wingette. I hope he starts to feel better soon. Mm-hmm. He was probably watching this game. The cake is in the I was just negative. thinking, too. For real. Oh,